Eh bien, bonjour camarades. Merci à tous les camarades qui sont présents ici dans cette salle et à celles et ceux qui sont également en live et nous suivent en direct. Donc, on va pouvoir commencer notre session de table ronde consacrée aux organisations internationales et à l'internationalisme. Bon, pas. Et donc pour ça, nous avons l'honneur d'avoir différentes organisations pour ces tables rondes. La première table ronde portera donc sur l'interpro, les liens des organisations étudiantes avec les organisations professionnelles. Et se déroulera donc en français. La seconde table ronde se déroulera en anglais et portera sur l'antimilitarisme. Voilà. On peut peut-être commencer d'ailleurs par que chaque organisation se présente brièvement, mais quand même puisse se présenter qui c'est, puisque nous ne connaissons pas encore toutes et tous. Donc pour commencer, je suis Lucie, co-secrétaire fédérale de Solidaire étudiante, donc l'organisation organisatrice de ce congrès. Mais je pense que je ne vais pas présenter Solidaire étudiant, parce que la plupart, je pense, ici connaissent. Et je laisse la parole à différentes organisations. Donc, nous avons la chance d'avoir Premadia, la CRU, l'USE et le représentant également de RSISL, le réseau syndical international de solidarité internationale syndicale de lutte. Eh bien, je ne sais pas si vous voulez commencer par vous présenter brièvement. Oui, juste une présentation générale. Oui, enfin de qui vous êtes. De l'organisation. Oui. Oui, oui. Oui, ok, ça. Bonjour, donc moi c'est Bertrand et donc mon organisation c'est l'USE, l'Union syndicale étudiante de Belgique du coup. Euh, ouais, donc moi je suis de la section de Bruxelles. L'USE a comme but de représenter tous les étudiants de l'enseignement supérieur en Belgique. Donc que ça soit dans les universités ou dans les écoles d'art, dans les hautes écoles, etc. Mais pour l'instant, on n'a qu'une branche qui est vraiment active, de l'Université libre de Bruxelles, à Bruxelles, du coup, sur le campus surtout de Solbosch, voilà, qui est le campus historique. Il faut savoir que nous, on est fortement proche de la FGTB, donc la Fédération Générale du Travail de Belgique, qui est le plus grand syndicat belge, avec à peu près 1,5 million de syndiqués. Donc sur une population de 11 millions, c'est quand même beaucoup de syndiqués, quoi. Et du coup, on reçoit des financements de la part de la FGTB, ce qui nous permet de financer nos actions. Ça permet aussi de recevoir de l'aide juridique, genre si il y a des étudiantes qui ont des problèmes euh, et on connaît pas la législation par rapport à ça, genre par exemple par rapport à leur job étudiant, par rapport à leur logement, leur proprio, ou bien par rapport au règlement des études, si c'est plutôt des problèmes par rapport à l'administration, par rapport à des profs de l'UNIF. Donc ouais, ça c'est pas mal. Euh, du coup, on a une vision plutôt non corporatiste du syndicalisme étudiant, c'est-à-dire que euh, on va bien sûr défendre la condition étudiante, on va dans nos actions avoir le but de euh, ouais, améliorer les conditions des étudiants, mais on va également soutenir les luttes des travailleuses de d'autres secteurs en Belgique. Euh, ouais, il faut savoir que le gouvernement belge actuellement c'est une coalition de partis de droite et d'extrême droite, aussi du parti socialiste flamand. Mais bon, eux, ils sont vraiment très peu socialistes, quoi. Mais du coup, ils font clairement de la politique d'extrême droite et il y a vraiment énormément de résistance qui est nécessaire. Et du coup, nous, on essaye d'aider les camarades
d'autres secteurs dans la mesure de nos forces et du possible. Euh, et du coup, peut-être je peux parler de nos modes d'action. En vrai, on fait beaucoup de trucs sur le campus, surtout le campus du coup du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles. On fait beaucoup de tractage, donc pour conscientiser les étudiants. On fait beaucoup de collages aussi, on fait des grosses affiches comme ça, on les colle un peu partout dans l'UNIF. On fait également des repas solidaires. Donc, dans notre local, on cuisine beaucoup de nourriture et puis on la propose à prix libre aux étudiantes. Et comme ça permet de partager un bon moment informel, mais aussi ouais, de créer des liens avec les étudiantes et aussi ouais, de discuter de l'actualité militante, par exemple, de les inviter à nos événements. On organise aussi du coup des événements, genre des conférences sur l'actualité politique ou bien des projections. On a chaque année en novembre l'université syndicale. Et du coup, ça, c'est un gros événement où c'est toute une journée de, conférences ou enfin, ouais, de projections, euh, surtout axé sur le thème du syndicalisme aussi, de la condition étudiante, etc. Et à la fin de la journée, on fait une grosse fête avec ouais, des artistes. Bah, du coup, c'est très sympa. Sinon, on fait aussi, dans la mesure du possible, des blocages. Donc, on a l'expérience et on a aussi du matériel qui nous permet de faire ça. Et donc, on parvient quand même assez souvent à bloquer tous les bâtiments du campus du Solbosch. Donc, c'est quand même environ ouais, 10 bâtiments, je pense. Euh, des gros bâtiments. Donc, en vrai, je pense qu'on peut en être fier. C'est une de notre grosse force, même si ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Mais ouais, c'est cool. Ok. Et on fait aussi des occupations. Ça, c'est vraiment quand c'est très nécessaire. Mais du coup, on occupe aussi des bâtiments de l'UNIF. Bonjour, donc moi c'est Cal de la CRU du soi-disant Québec ou soi-disant Canada. La raison pourquoi je dis soi-disant, c'est parce que c'est des noms coloniaux. Euh, donc la CRU, c'est la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale. C'est une coalition d'associations étudiantes. Euh, Là-bas, les syndicats étudiants, ça marche vraiment pas comme ici. Donc, automatiquement, si une association étudiante est attachée à soit un programme, à une faculté ou à un campus, et tu automatiquement dans une association étudiante ou dans trois, dans chaque niveau si on en existe. Par exemple, moi, je suis automatiquement membre de deux associations étudiantes, celle de mon programme et celle de mon université. Puis par la suite, ces associations étudiantes se autogèrent à différents niveaux. Par exemple, peuvent élire pour les représentants du département, les représentants de la faculté, les représentants de l'université. Et par la suite, eux aussi peuvent décider de s'organiser entre eux et joindre une coalition comme la CRU ou comme d'autres qui existent pour avoir une représentation au niveau fédéral, au niveau municipal, des choses un peu plus en dehors de l'université. Donc, la CRU se revendique en tant que du syndicalisme de combat. Euh, Notre but, c'est vraiment de se mobiliser, de mettre pression contre le gouvernement pour obtenir ce qu'on veut. On pense vraiment à un mouvement qui provient de la base. C'est ça. En ce moment, notre grande campagne, c'est contre l'austérité. On veut spécifiquement la réforme de l'aide financière aux études, le prêt et bourse, entre autres, ainsi qu'on veut un réinvestissement dans nos infrastructures. Beaucoup d'édifices qui sont vraiment dans des mauvaises conditions, ce qui nuit à l'étude des étudiants. Euh, on veut plus des meilleurs services dans une université, entre autres, tout ça.
Et aussi, j'ai oublié de dire, au Québec, on a les cégeps, qui sont les collèges d'enseignement, les collèges d'enseignement général et professionnel, ainsi que l'université. Donc, on a ces deux niveaux-là à la coalition, à la crue. Il y a d'autres euh, associations au niveau national qui sont plus soit juste l'université, soit le cégep. Souvent, ces universités-là sont un peu plus, disons, concertationnistes. Ils vont aller voir les députés, entre autres. Mais nous, on préfère être dans la rue. On a des historiques avec toutes les partis politiques qui trahissent les étudiants. C'est quoi le but de parler avec eux? Ils vont nous trahir de toute façon. Sinon, la coalition de la crue est composée de différents comités aussi. Donc, pas besoin d'être membre d'une association étudiante qui est membre pour participer à la crue. Tu peux aussi participer dans les différents comités, celui de recherche, la mobilisation, le comité de mobilisation, le comité le plus important à la crue, je dirais. Le comité de formation, de lutte aux inclusion et lutte aux oppressions, qui aurait été un comité composé de différents mini-comités. Le comité légal, qui s'occupe de tout, quand il y a les arrestations, tout ça, de s'assurer de suivre les cas. Et, et le comité journal. Il nous reste encore des journaux pour ceux qui sont en présentiel. Prenez-en, je repars pas au Québec avec. Je veux vous prévenir tous que le français, c'est pas ma langue maternelle, la seule dans cette table ronde. Donc, soyez patiente avec la façon dont je formule mes pensées. Merci. Donc, je viens d'Ukraine. Je représente notre syndicat indépendant, Premadia. C'est un syndicat plutôt nouvel. Nous avons eu des générations de notre syndicat dans les années 90 et puis 2000. Mais la nouvelle dont je fais partie, mes camarades font partie, était fondée en 2023. Et maintenant, on compte 150 de plus membres. Et donc, nous sommes peut-être la seule syndicat étudiant en Ukraine qui n'est pas lié à l'État, qui n'est pas lié aux universités. Donc en Ukraine, la procédure, c'est que quand on adhère dans une université, on est lié à le syndicat étudiant de l'université. Mais ces syndicats sont très bureaucratisés, ils ne font rien. C'est plutôt justement pour avoir une force étudiante sur les papiers, mais dans la réalité, ils ne font rien. Donc, on représente l'alternative à cela. Et donc, notre organisation repose sur des principes de solidarité et d'horizontalité. Donc, toutes les décisions sont importantes et sont prises collectivement. Et donc, concernant nos liens avec les autres syndicats en Ukraine, comme je l'avais déjà dit, nous n'avons pas des camarades étudiantes en Ukraine parce que nous sommes le seul syndicat comme ça. Mais on travaille aussi avec les unions professionnelles. Par exemple, Boudiakmi, ça se traduit comme Soyez comme nous sommes. C'est un syndicat des infirmières. Et donc, nous assistons avec les réunions avec eux. Voilà. Et nous avons aussi un tout nouvel syndicat. Il vient d'être fondé. Ça s'appelle la perspective travailleuse. Il y a un peu de gens là, mais ils planifient d'élargir leur syndicat. Il y a des profs, des travailleurs des usines, etc. Et donc, les fondateurs de ce syndicat, ce sont les gens qui sont plus les membres de Prémadiac parce qu'ils sont plus les étudiants, mais ils travaillent et ils veulent continuer cette tradition des syndicats indépendants en Ukraine parce que vraiment, il y a ce problème en Ukraine
avec cette tradition des syndicats qui sont bureaucratisés et les gens, ils ont donc le synonyme pour les syndicats, c'est peut-être les traditions soviétiques, etc. Et donc on veut vraiment changer cette perspective-là, montrer que les syndicats, c'est vraiment pour protéger vos droits, pour protéger les gens. Et donc voilà, je pense que c'est tout avec ma présentation. Merci. Bonjour, donc Christian, je suis de l'Union syndicale solidaire et notamment de sa commission internationale et dans ce cadre-là, je participe avec d'autres à la coordination du réseau syndical international de solidarité et de lutte. Donc 2 mots pour vous présenter ce réseau et qui est né donc il est né en 2013 formellement. Enfin, formellement, si tant est qu'on peut parler de formel d'ailleurs, alors que c'est un réseau et pas une confédération syndicale internationale. C'est bien un réseau donc, qui est né en 2013 sur l'initiative essentiellement de la centrale syndicale et populaire Conlutas, qui est une organisation brésilienne, de la Confédération générale du travail de l'État espagnol et de l'Union syndicale solidaire, donc en France, qui sont avec la CUB d'Italie, les 4 organisations qui aujourd'hui assurent la coordination de ce réseau syndical international de solidarité et de lutte. Le réseau, il rassemble aujourd'hui environ 90 organisations dans le monde, mais 90 organisations dont il faut tout de suite préciser que c'est à la fois des organisations syndicales nationales, interprofessionnelles, du type de celles que je viens de citer d'ailleurs, mais aussi certaines fédérations professionnelles, l'équivalent de nos unions départementales en France, ou même des syndicats locaux, quoi, hein. Donc quand on dit 90 organisations, c'est en compte tenu de ces différences entre les organisations. Mais en tout cas, c'est un réseau qui quand même aujourd'hui a une réalité certaine, hein, au niveau mondial. Et l'appartenance au réseau, elle se le fait sur la base de l'accord avec la plateforme du réseau, qui est un texte qui est réactualisé tous les 2 ans lors des réunions plénières du réseau. Et ce texte, il est, alors je vais évidemment pas vous le citer maintenant, mais en gros, voilà, disons que pour aller vite, la base, c'est que on souhaite rassembler les syndicalistes qui se retrouvent dans une conception du syndicalisme indépendant, autonome des gouvernements, des organisations politiques, anticapitalistes, féministes, écologistes, antiracistes, contre toutes les discriminations, etc., etc., quoi. Et on agit sur 3 plans. Un, la question de la solidarité internationale contre la répression et du soutien aux luttes. Ça, c'est un peu le premier axe, qui est assez traditionnel dans les dynamiques internationales, mais qui compte beaucoup. Deuxième axe, c'est un travail par secteur professionnel sur lequel on insiste beaucoup, parce que sur l'international comme sur l'interprofessionnel, au sein d'un même pays, le travail syndical, interpro comme international, il doit reposer sur ce qui se passe sur le terrain. Et donc, sur le terrain, c'est en général, c'est le secteur professionnel. Et quand je dis secteur professionnel, c'est au sens large, donc en assimilant, y compris étudiants, par exemple, à un secteur professionnel. Je ne lance pas un débat là-dessus, mais c'est pour se faire comprendre. Et le troisième axe, c'est le travail sur un certain nombre de thèmes, en fait, transversaux, féminisme, lutte pour les droits des femmes, migration, anticolonialisme, autogestion, etc., etc. Voilà, je vais vite, parce que d'une part j'ai 5 minutes, mais d'autre part je m'excuse d'avance, mais je vais partir en courant à 17h30 parce que je dois partir et que j'ai tenté de prendre un train plus tard, mais en fait c'est complet.
Non, mais juste pour terminer, donc le réseau syndical international de solidarité et de lutte, il y a un site. Il est aussi présent sur les réseaux dits sociaux. Et j'ai amené, je vous les laisserai du coup avant de partir, une quinzaine de numéros de la dernière revue internationale de Solidaire, qui, alors d'une part, fait un panorama de l'activité syndicale internationale de Solidaire, mais avec notamment toute une partie sur le réseau syndical international de solidarité et de lutte, ce qui permet d'avoir toutes les informations. Il y a une quinzaine. S'il y en a besoin d'autres, il faudra me le dire et je pourrai les transmettre ultérieurement. Et je vous laisserai aussi des bulletins de la Commission internationale de Solidaire. Et juste pour dire que, puisque j'ai quand même pris connaissance un petit peu de l'ordre du jour de votre congrès, que sur la formalisation de la coordination internationale étudiante, pour nous, Réseau syndical international de solidarité et de lutte, c'est typiquement le genre de choses, d'une part, qui est évidemment très bien, mais qu'on souhaite pouvoir intégrer dans le réseau, y compris s'il y a des organisations de la coordination qui ne sont pas aujourd'hui dans le réseau, etc. Puisque c'est, encore une fois, je le dis, c'est un réseau, donc il y a une certaine souplesse, et on y tient justement pour avancer ensemble au niveau international. Merci. Alors du coup, moi je vais enchaîner avec une petite présentation de Solidaire étudiante. Donc la Fédération Solidaire étudiante, c'est une fédération qui maintenant commence à être assez vieille. Hein. Nos racines, elles commencent à remonter il y a une trentaine d'années, avec les premiers Sud étudiants, puis la Fédération syndicale étudiante, l'ancienne. Aujourd'hui, on est un syndicat qui est implanté dans un peu plus d'une vingtaine, dans une trentaine, excusez-moi, dans une trentaine de villes, de sections, d'universités à travers la France. Donc, avec dans chaque ville, dans chaque université, des luttes qui sont propres et qui, bien sûr, sont sur le terrain. Mais on a aussi, bien sûr, des luttes d'ordre national. Alors, en date, on peut nommer, par exemple, la campagne contre l'islamophobie qu'on a menée cette année, avec notamment des conférences dans plusieurs villes, des projections, des affichages, des lâchers de banderoles et j'en passe. Mais aussi, beaucoup plus récemment, une mobilisation naissante et qui est encore à développer et maintenir sur la différenciation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Europe, donc qui est une mesure raciste et excluante, et qui, là, ça vient de tomber, est accompagné d'autres mesures racistes et excluantes, comme par exemple la restriction du droit aux APL pour les étudiants étrangers, qui donc seront encore moins aidés pour payer leur logement, et en plus de ça, une hausse du minimum d'argent que doivent gagner ces étudiants étrangers pour avoir le droit de venir ne serait-ce qu'étudier en France, qui, à nouveau, est une mesure de sélection à la fois raciste et classiste, parce qu'en fait, c'est seulement, on ne veut que les étudiants étrangers qui ont de l'argent quand même. Donc voilà, nous, à Solidaire étudiante, on s'oppose à ça. On s'y oppose, bien sûr, dans le principe, dans les textes et dans nos lignes politiques, mais notre opposition, c'est une opposition qui se manifeste avant tout par des luttes de terrain. Nous, Solidaire étudiante, on considère qu'on est un syndicat de lutte, c'est-à-dire que c'est par la lutte, par le rapport de force qu'on arrive à obtenir des victoires. Et c'est dans cette optique-là que nous, aujourd'hui, on essaie de poursuivre les mobilisations. Alors, on n'est pas seul, bien évidemment. On peut bénéficier du support d'autres organisations étudiantes, comme la FSE qui est ici aujourd'hui. Plus généralement, en plus d'être un syndicat de lutte, on est aussi un syndicat de classe, c'est-à-dire que on considère qu'il faut une forme de solidarité entre notre classe des travailleurs et des travailleuses, face au capitalisme. Et bien sûr, on est un syndicat qui se considère révolutionnaire. On est là ici. Notre syndicat se donne comme mission d'aider les étudiants au quotidien, de faire changer le quotidien des étudiants un peu en aidant comme on peut, avec de l'autosupport dans les universités, en luttant pour des petites victoires, mais aussi au long terme avec une pensée réellement révolutionnaire pour obtenir la chute du système capitaliste, fasciste, impérialiste et j'en passe. Donc voilà, oui, et on est très important
membre de l'Union syndicale solidaire. Quand je vous disais qu'on a un syndicat de classe, c'est à nouveau pas que dans les textes, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut s'organiser avec le reste de notre classe, et c'est dans cette optique que nous, déjà il y a 30 ans, on a commencé à s'organiser avec d'autres syndicats professionnels. Alors à l'époque, c'était avec notamment Sudrail, SudPTT, qui sont des syndicats professionnels du rail, des postes des télécommunications. Et aujourd'hui, on est pleinement intégré dans l'Union syndicale solidaire, qui est un des quelques syndicats représentatifs de France. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour nous. C'est une des opportunités de lutte interprofessionnelle, de classe, mais aussi de support pour nos moyens de lutte, qui est vraiment quelque chose à laquelle on accorde une très grande valeur. Donc voilà. Pour pouvoir peut-être poursuivre justement sur cet interprofessionnel et ses liens avec les organisations, les syndicats professionnels, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu un état des lieux des syndicats? Vous avez parfois commencé à le faire, mais un peu préciser des syndicats dans vos pays, les relations que vous entretenez, puisque par exemple, Pramadia, vous avez parlé de vouloir construire vous-même un syndicat professionnel. Donc c'est que j'imagine que les syndicats professionnels en Ukraine, vous avez quelques difficultés de travailler avec. Voilà, est-ce que vous pouvez, par exemple, Pramadia, commencer sur cette question? Oui, donc, comme je l'avais déjà dit, avec les syndicats en Ukraine, parfois c'est un peu difficile d'avoir un lien parce que leur rôle dans la vie des travailleurs est très réduit. Donc, ce n'est pas vraiment le lutte qu'ils font, mais plutôt justement une rôle bureaucratique. Donc on doit avoir des syndicats, voilà, vous pouvez y adhérer. Donc par exemple, ma mère, elle est dans un syndicat aussi, dans un syndicat de son université, mais ça n'a rien à voir avec la protection de ses droits. C'est tout simplement des certains problèmes dans le travail, mais pas très sérieux et surtout pas politisés. Et donc, avec les syndicats comme ça, bien sûr que nous n'avons pas des liens. Mais puis, il y a des syndicats qui font de travail, de bien. Et donc, je l'avais déjà mentionné, c'est celui comme nous sommes, le syndicat des infirmières. Parce que on le sait très bien que les infirmières, c'est un travail très difficile et mal payé, peut-être en France aussi, je crois. Euh, et donc, surtout dans le temps de guerre, quand il y a des autres risques, euh, comme un peu plus de responsabilité à cause des attaques, et puis aussi les, les militants de l'armée blessés. Et aussi, les infirmières sont éligibles à être mobilisées dans l'armée. Donc, ça, c'est le règle. Donc, aider à l'armée dans le front. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir un syndicat comme ça. Et voilà, on essaie d'avoir un lien où on peut aider à soyez comme nous sommes, de se représenter à l'étranger. Donc j'ai déjà assisté à, je crois, 2 ou 3 réunions avec eux qui concernaient l'aide financière aux hôpitaux où les infirmières travaillent. Parce qu'il y a des problèmes avec l'électricité et donc bien sûr que à cause des frappes sur notre système électrique en Ukraine qui est frappé par la Russie. Et donc bien sûr que beaucoup de choses à l'hôpital, les appareils sont liés à l'électricité. Et c'est comme ça que nous avons besoin des générateurs, d'électricité et des autres outils, tout simplement pour pouvoir aider les gens. Et c'est comme ça qu'on essaye de partager ces luttes
parce que certains, peut-être, ne connaissons pas son travail parce que les infirmières, ça peut paraître un peu spécifique pour certains gens. Voilà. Et puis, j'ai mentionné ce nouveau syndicat, la perspective travailleuse, des travailleurs. Ça a été fondé par les anciens militants de Premadia, parce que nous avons un autre syndicat qui s'appelle le Mouvement social, mais ce dernier temps, il y a des problèmes un peu avec l'administration de ce syndicat. Donc, les problèmes avec les hiérarchies et les valeurs qu'ils représentent. Donc, nous essayerons d'avoir la structure un peu plus horizontale que ce syndicat parce que là, une seule personne commence à régler beaucoup de choses et on n'aime pas ça, donc on veut aussi créer une alternative, mais leur travail, il reste aussi pratique. Par exemple, il y avait un cours des droits du travail pour les gens, donc pour que on sait comment régler les problèmes à la travail, comment écrire les lettres à l'administration pour pouvoir protéger ses droits. Voilà. Et donc, je pense que il y a aussi c'est c'est un syndicat, il s'appelle le collectif de solidarité. Ça, c'est fondé par les gens qui sont en armée, mais c'est plutôt les gens de gauche qui sont à l'armée. Et donc, on essaie de leur aider financièrement, de partager leur récolte d'argent dans notre syndicat, dans nos médias sociaux, pour que on peut aussi être utile pour la grande cause de l'Ukraine, ce qui est l'aide à la protection de notre pays. Voilà, merci. Merci. Je me tourne vers l'USE parce que, alors, justement, vous faites partie de la FGTB. Vous avez de très forts liens, aussi, voilà, avec, LE et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la situation des syndicats, justement, en Belgique et à quoi ça vous sert finalement ce lien avec, les jeunes FGTB, notamment aujourd'hui avec lequel vous travaillez, dont vous faites partie, voilà? Oui, donc nous, à l'USE, on fait pas partie de la FGTB en tant que telle, mais on est affilié à la FGTB. Donc on reçoit des financements par une convention annuelle. Donc, ouais, on a quand même certains points où on garde une forte autonomie par rapport à la FGTB, notamment concernant du coup l'enseignement supérieur, où là on peut avoir des positions différentes de la FGTB. Donc la FGTB, s'affilier avec la FGTB, ça nous permet de surtout percevoir des financements qui sont très importants et qui nous permettent tout simplement de mener à bien nos actions, parce que pour nos actions, on a besoin du matériel. On a aussi parfois besoin de formation. On a besoin de l'expérience aussi des militantes de la FGTB. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et puis, on peut aussi tisser des liens avec les centrales professionnelles. Il faut savoir que ça peut aussi fortement dépendre des centrales professionnelles. Il y a certaines centrales professionnelles à la FGTB qui sont assez problématiques, notamment la centrale de transport, FGTB Transport, qui s'appelle UBT. Donc eux, par exemple, ils ont signé une convention collective avec Uber. Donc voilà, pour soi-disant pour voilà, créer un cadre pour les livreurs et livreuses d'Uber.
mais leurs conditions de travail ne sont pas vraiment améliorées. Enfin, nous, on considère que c'est assez problématique. Aussi, ouais, ils ont une vision assez corporatiste. Donc, par exemple, il y a le port d'Anvers qui n'a pas fait grève lors des jours de grosses grèves interprofessionnelles nationales parce que les travailleurs du port d'Anvers n'étaient pas affectés par la réforme des pensions du gouvernement et donc ils ont juste pas fait grève alors que tout le pays faisait grève. Donc, ouais, voilà. Donc, par exemple, avec la centrale des transports, on n'a pas trop de liens. Mais d'autres centrales, en vrai, on a des liens, genre la CGSP enseignement, donc c'est la Centrale Générale des Services Publics. Faut savoir qu'en ce moment, la situation de l'enseignement en Belgique est catastrophique. Le gouvernement vient d'adopter des mesures, donc augmentant le Minerval de 400 euros. Enfin, tous les étudiants belges vont devoir payer 1200 euros, sauf quelques exceptions pour leur année. Ouais, ça c'est grave. Il y a aussi du coup, les professeurs en secondaire, donc c'est l'équivalent du collège et du lycée, qui vont devoir travailler 4 heures de plus par semaine sans rémunération, genre gratuitement. Il y a aussi ouais, des mesures concernant les académies, donc ça c'est l'enseignement plutôt culturel en Belgique. Il y a toute une série de mesures qui va fortement augmenter leurs frais d'inscription, etc. Donc, il y a eu des énormes grèves, manifestations, blocages, annulations d'examens organisés par les profs. Et du coup, avoir ces liens avec la CGSP enseignement, ça a permis de ouais, juste participer à ces actions, à apporter de l'aide, mais aussi à savoir ce qui se passe, à savoir quelle est la réalité matérielle des, par exemple, professeurs d'enseignement secondaire. Euh, et c'est aussi intéressant dans le sens où bah, nous, en tant qu'étudiantes, on considère un peu à l'USE qu'on est des futures travailleuses, pas pour pas pour l'entièreté, vu qu'on est quand même dans l'enseignement universitaire. On est privilégié de pouvoir faire ça et que on va avoir quand même, par rapport à la moyenne belge, on va avoir des salaires beaucoup plus élevés, du capital social aussi plus élevé. Mais on va quand même travailler, on va quand même être affecté par les mesures. Par exemple, bah, il y a pas mal d'étudiantes à l'USE qui se voient professeurs en secondaire, qui font leur étude pour devenir ça. Bah, du coup, ils, ils vont être fortement affectés par les mesures que j'ai mentionnées. Mais aussi juste par solidarité, tout simplement, parce que bah, on est la classe travailleuse et on doit protéger aussi la, hum, les membres de la classe travailleuse, même si ils font pas le même métier que nous, euh, ouais, ils font d'autres choses, mais par solidarité. Genre, par exemple, il y a eu le magasin de grande distribution Deleuze, qui est ouais, juste comme l'équivalent de Carrefour, par exemple, en France, qui a décidé de franchiser tous ses magasins en 2023. Du coup, il y a eu des énormes grèves en Belgique. Genre, les magasins, ils étaient littéralement fermés pendant un mois, 2 mois. Il y a eu les centres de distribution qui ont été bloqués par les travailleuses de Deleuze, du coup. Et nous, bah, a priori, on n'est pas concernés, même s'il y a des gens qui font par exemple leur job étudiant dans les magasins de grande distribution, dont notamment Deleuze. Mais bon, on a quand même été aidés parce que c'était une dinguerie ce qui se passait. Leur nombre d'heures de travail a considérablement augmenté, leurs conditions de travail se sont dégradées, leur salaire a diminué, genre ils faisaient le même travail et parfois ils avaient genre 2 fois, leur salaire était réduit de 2 fois juste parce que juridiquement ils travaillaient plus pour la même entreprise alors que dans les faits c'était Deleuze, c'était juste franchisé. Du coup leur patron c'était un petit entrepreneur
Mais voilà quoi, enfin, par exemple, les délégations syndicales aussi ont disparu, puisqu'en Belgique, pour avoir une délégation syndicale, donc une représentation des, euh, des travailleurs, mais aussi par exemple un conseil d'entreprise et conseil pour la protection et la prévention du travail. Donc des outils syndicaux de concertation sociale pour, disons, encadrer et négocier avec les patrons, etc. Il faut avoir minimum, ça dépend, 50 ou 100 travailleurs. Bah, du coup, comme le travailleur, par la franchise, il devient un petit entrepreneur, il a moins de 50 ou 100 travailleurs, du coup, il n'a pas besoin de, enfin, il n'est pas tenu à faire tout ça. Et ouais, bah, du coup, on a participé beaucoup à cette lutte, même si à la fin, bah, tous les magasins ont été franchisés, mais ça s'est pas fait sans combat. Et ouais, voilà, je sais. Ah, aussi, généralement, il faut savoir qu'en Belgique, je vous ai dit, 11 millions d'habitants et 1,5 million d'affiliés à la FGTB, ça fait énormément d'affiliés. Et en fait, c'est pour une raison, c'est que les syndicats, c'est un peu, on dit en Belgique, des syndicats de service. C'est-à-dire qu'ils ont la dimension protection des travailleurs, mais ils ont aussi la dimension, on va en- encadrer les conflits sociaux. Donc pour le gouvernement de droite, d'extrême droite, pour également les patrons, ça a aussi une certaine utilité. euh, de voilà, savoir à qui s'adresser. Du coup, c'est un peu aussi des organisations hiérarchiques qui ont leurs problèmes de représentativité. Parfois, on peut être déçu de notre représentation, trahi pour certains. Du coup, il y a cet aspect-là un peu négatif. Mais bon, il y a aussi du coup les éléments positifs que j'ai énumérés. Du coup, voilà. Merci. Je me tourne maintenant vers la CRU, puisque tu as parlé tout à l'heure des organisations étudiantes qui avaient notamment des règles spécifiques pour pouvoir y aller, etc. Sauf que c'est un peu différent du côté des travailleurs, des travailleuses. Et justement, comment vous arrivez à vous mobiliser avec les travailleurs et les travailleuses et un peu quel est l'état de votre paysage syndical professionnel? Merci. Donc, oui, de la même manière que dans les étudiants, tu es automatiquement membre d'une association étudiante. Au Québec aussi, tu es automatiquement membre. S'il y a une convention collective, c'est une convention collective, c'est négocié par un seul syndicat. Par exemple, tu es un programmeur chez une compagnie. Ce programmeur-là, c'est un bassin d'accréditation. Donc ça serait un syndicat. Par exemple, à l'Université de Montréal où je vais, tu as le syndicat des étudiants salariés, le syndicat des chargés de cours, des techniciens, tout ça, c'est différents accréditations. Puis automatiquement, puisqu'il y a une convention collective, tu prends un contrat, tu es automatiquement dans, la, dans le syndicat. Puis ensuite, évidemment, ces syndicats-là peuvent choisir de se grouper ensemble et faire partie d'une fédération ou d'une centrale syndicale qui va ensuite prêter des meilleurs services, avoir une plus grande portée, parfois faire front commun pour les différentes grèves. Euh, Nous, à la CRU, on a un mandat de ne pas parler avec les grosses centrales, les grosses centrales syndicales ou les centrales associations étudiantes qui sont trop hiérarchiques. On préfère vraiment parler avec les bases. Donc, évidemment, souvent, nos membres vont parler avec les syndicats des profs parce que parfois, c'est le même combat. Une école n'a pas le subventionnement, c'est autant les étudiants que les profs qui vont en souffrir. Donc, il arrive aussi qu'il y a des liens, tout ça. Par exemple, il y a des mandats les profs partent en grève le 1er mai, puisque pour nous, le 1er mai n'est pas une journée, c'est pas une congé payé, il faut travailler. Mais il y a des profs qui décident de faire une grève illégale de toute façon. Puis les étudiants vont voter, eux, une mention de solidarité avec les professeurs. Par contre, parfois, la convention collective des professeurs les protège d'une manière qui fait que ça va contre les étudiants. Par exemple, à l'Université de Montréal, de où je viens, les professeurs parfois ont quelque chose, sont protégés par la liberté académique, mais parfois ça nuit
aux étudiants comme tels. Fait que dans certains cas, les professeurs peuvent être autant l'ennemi que des alliés. Donc, ça dépend dans des contextes. Par exemple, en assemblée universitaire, sur des enjeux comme la Palestine, les professeurs ont souvent été des alliés, dans ce cas-là, contre le rectorat. Aussi, mais par exemple, les chargés de cours, c'est parfois aussi des doctorants. Donc, les chargés de cours sont des étudiants aussi, ou les étudiants salariés, c'est aussi les étudiants comme tels. Donc, il y a ces alliances-là qui se font comme telles. Donc, au bas niveau, il y a beaucoup d'alliances qui se font aussi. En ce qui est du plus haut niveau, au niveau de la crue, on travaille souvent avec les mouvements militants de travailleurs, les WOBS, l'Alliance ouvrière, l'AIT, l'Alliance internationale des travailleurs. On a organisé le 1er mai avec eux, entre autres. C'est ça. Nous, au Québec, il y a beaucoup d'associations qui sont beaucoup plus concertationnistes, beaucoup plus de services, moins militantes. Par contre, il y a aussi les conseils régionaux. Par exemple, il y a la CSN, qui est le conseil, c'est le conseil, la centrale syndicale nationale, qui a des conseils régionaux. Donc, il y a toute l'île de Montréal, par exemple. Nous, on s'entend bien avec leur conseil de Montréal, même si on ne parle pas trop à la centrale comme telle. Donc, oui, ça dépend. On est down de militer avec du monde. On n'est pas trop down de parler avec des concertationnistes. Merci. Merci la crue. Je me tourne maintenant vers Solidaire. Finalement, un peu comme l'USE a aussi des liens avec FGTB. Est-ce que nous, on ne peut pas dire que c'est un peu la même chose pour Solidaire étudiant qui fait partie de Solidaire, et finalement un peu quelle différence aussi dans notre intégration par rapport à d'autres syndicats professionnels? Alors, clairement, l'intégration, j'en ai parlé juste avant, mais c'est tout à fait approprié de le dire, hein. Solidaire étudiante fait partie de Solidaire, c'est même dans notre nom. Une des grosses différences, je pense, qu'on a avec l'USE, mais qui en fait s'explique par une caractéristique de l'Union solidaire dans laquelle on est. En fait, nous, on est pleinement intégrés à l'Union syndicale solidaire, parce que notamment l'USE disait que c'était pas possible à cause d'un manque d'indépendance sur les positions dans l'ESR, par exemple. Quelque chose qui est solidaire et qui est historique et pour plein de raisons, c'est qu'à Solidaire, les syndicats membres gardent une certaine forme d'indépendance. L'idée, c'est d'avoir un syndicat plutôt construit vers la base et pas avoir des centrales plutôt top-down, plutôt du haut vers le bas. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se construit sur les revendications des bases et qui, du coup, laisse une assez grande marge de manœuvre aux syndicats membres de Solidaire. Ce qui fait que nous, on a pu très bien s'intégrer dans Solidaire, tout en justement gardant des positions sur l'enseignement supérieur à la recherche qui peuvent être différentes parfois de celles de nos camarades de Sud Éducation ou Sud Recherche, même si dans les pratiques, on conserve beaucoup de points communs dans nos analyses et on a beaucoup d'entraide sur ces points. Et c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve chez la crue, en fait. Vu qu'on est plus orienté vers les bases, il n'y a pas ce problème de parler avec les centrales, c'est parler avec des gens qui imposent des choses. Nous, au final, on parle beaucoup avec les militants. Vu qu'on est complètement intégré, il y a sur le terrain, on a beaucoup de collaborations, en particulier à l'université, entre Sud-Éduc et Sud-Recherche. Moi, je sais qu'à titre personnel, je suis un syndicat montpelliérain, où on a des réunions mensuelles avec les 3 syndicats où on parle des sujets d'actualité de notre université. C'est vraiment quelque chose de la base, mais dans laquelle l'intégration dans notre union professionnelle, elle est hyper importante et forte. Et je trouve que c'est super. Et un truc qui a été dit notamment par les camarades de l'USE, c'est que vous avez des problèmes de hausse des frais, destruction de l'ESR, où il y a eu des lancements, des grèves, des blocages, des luttes interpro, aussi des histoires d'externalisation des salariés pour les payer moins, etc. Ça, en France, on a vraiment la même chose, on observe les mêmes problèmes. La hausse des frais d'inscription qui vient d'être relancée par un rapport du ministère qui veut multiplier quasiment par 10 les frais d'inscription pour tous les étudiants. Et aussi l'externalisation systématique de tous les services qui peuvent l'être, en particulier dans les services publics. On peut notamment dire qu'à Sciences Po Grenoble, il y a eu une victoire récente où ils ont réussi à obliger l'administration à réintégrer les services de nettoyage
au sein de l'établissement, donc c'est quelque chose sur lequel on est très sensible, on voit qu'il y a des causes communes. Et du coup, nous, ça fait poser la question, s'il y a des causes communes, s'il y a des luttes sur lesquelles on retrouve des mêmes analyses et des mêmes problèmes, qu'est-ce que on peut attendre? Et là, je le dis, je parle des problèmes de l'USE et de la CRU, mais je pense que c'est quelque chose qui s'adresse un peu à tout le monde sur la table. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre des relations internationales entre nos syndicats de nos différents pays? Qu'est-ce que ça peut prendre comme forme, notre collaboration? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que vous en espérez? Qui veut commencer? Moi, idéalement, on bloque l'économie tout ensemble. Genre, on fait toute la grève en même temps, on bloque les ports, puis on les descend, genre. Je parle pour moi, je parle pas pour la crue en ce moment. Euh, Je pense qu'il serait un peu d'accord. Mais c'est ça, là, de vraiment pouvoir se mobiliser à la plus grande échelle, parce qu'à la fin, on va pas se lier là. Beaucoup des capitalistes, beaucoup des impérialistes sont liés entre eux, ensemble. Donc, si on serait capable de les faire mal tout le temps en même temps, ça serait excellent, je pense. Je pense que j'ai rien à ajouter. Ok, bah, moi je peux donner un exemple du coup très concret en fait. Justement, du coup à l'ULB, du coup là où on milite, le service de nettoyage a été externalisé. Donc avant c'était du personnel pleinement de l'ULB, donc maintenant c'est plus le cas et donc ils ont des conditions de travail horribles, des salaires de misère et ils ont même pas accès à tous les bénéfices que tous les autres travailleuses de l'ULB ont accès. Ils n'ont pas accès à tout ça. Genre la cantine gratuite ou la crèche, crèche gratuite pour les membres de l'ULB, ils n'ont pas accès. Du coup, nous, on milite pour leur réintégration, comme Sciences Po Grenoble. Et du coup, en décembre, les travailleuses du personnel de nettoyage de l'ULB, du coup externalisé, ont été à Paris pour rencontrer les travailleuses de Grenoble et également les travailleuses de, je pense, Sciences Po Paris. Et du coup, pour échanger leurs méthodes de lutte, échanger leur expérience et du coup, on l'espère, réintégrer le personnel de l'ULB. Donc voilà, ça c'était très, très, très cool. Bah, justement, comme tu parles d'échanges d'expériences, bah, ça me fait penser que bah, j'ai mené cette lutte à Sciences Po Grenoble et qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait à l'ULB. Et notamment, on a fait venir une réalisatrice qui avait réalisé un documentaire sur les conditions d'externalisation du ménage à l'ULB pour sensibiliser les étudiants sur cette question et dire en fait, ça se passe exactement la même chose chez nous. Et il faut se mobiliser dessus. Donc on voit bien justement les échanges d'expériences parce que effectivement, comme tu l'as dit Laz, on observe les mêmes dynamiques et un peu les mêmes processus dans plein de pays en Europe et dans le monde, que ce soit la libéralisation de l'ESR qui s'accompagne d'une montée du fascisme, que ça s'accompagne des coupes budgétaires où on préfère donner des sous à l'armée plutôt qu'aux universités. Et je pense notamment à la mobilisation que nous avons faite ensemble il y a 2 semaines où nous étions solidaires étudiants en Belgique, à Bruxelles, avec nos camarades de l'USE pour venir en soutien de cette mobilisation importante contre la militarisation de nos universités. Nous aurons une deuxième table ronde sur le sujet juste après. Mais c'était justement une manière de vouloir dire qu'en France comme en Belgique, il y a cette volonté de couper les budgets dans l'université, par contre d'en donner à l'armée. Et je pense que c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on attend finalement de ces liens-là qu'on renforce, c'est ce partage d'expérience, mais c'est aussi important, et je le dis en tant que solidaire étudiant, membre du coup d'un pays colonisateur, notre objectif à Solidaire étudiant n'est pas de l'idée des groupes internationaux, et c'est important qu'on crée des groupes, des coalitions. Et nous, il y a toute cette réflexion aussi à Solidaire étudiant de comment on s'investit dans ces groupes, comment est-ce qu'on fait pour ne pas vouloir leader ces groupes-là, mais bien au contraire participer, mener des luttes communes ensemble, en prenant en compte aussi les différences qui peuvent exister entre les pays et ne pas discuter uniquement avec des pays européens, mais discuter avec des pays partout dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rejoint différents cadres internationaux. On parlera d'University at Wars tout à l'heure, mais également, je pense, à la rencontre internationale
international qui a eu lieu à Cologne la semaine dernière où nous étions sur la question de l'antimilitarisme où nous avons participé. Et puis des différentes solidarités, parce que c'est ça aussi montrer la solidarité internationale. C'est par exemple, je pense à un truc tout bête, mais Primadia, lorsque vous aviez eu des difficultés avec votre local, c'est aussi un acte de solidarité internationale que Solidaire étudiant a fait, de faire une lettre, comme vous l'aviez demandé, à votre président d'université pour demander à ce que vous puissiez avoir un local. Ça fait partie des solidarités aussi entre organisations concrètes qui doivent continuer à avoir lieu au jour le jour, au quotidien, pour permettre en fait que notre action elle progresse dans tous les pays, pour effectivement arriver à la fin à une grève générale partout des travailleurs et des travailleuses et du coup des travailleuses en formation que nous sommes pour permettre ça. Mais ça nécessite un renforcement des liens entre les organisations et un renforcement concret des solidarités au jour le jour. Voilà. Si jamais, donc on touche à la fin de notre table ronde. S'il y a des questions, que ce soit dans le chat ou dans l'assemblée, qui veulent poser très rapidement, là comme ça, aux camarades qui sont présentes, n'hésitez pas s'il y en a. Et puis sinon, on peut clore. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup du coup à toutes les personnes qui ont accepté de participer. Merci à Primadia, la CRU, l'USE, excusez-moi, et du coup Lucie, notre secrétaire fédérale. Et Merci à l'AS pour Solidaire étudiant. Et du coup, on va clore cette table et très rapidement, on va enchaîner sur une seconde table sur l'antimilitarisme et la collaboration internationale dans l'antimilitarisme. Voilà. Merci beaucoup.